Et bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve donc, en ce début de janvier. Déjà, je souhaite vous dire bonne année. Voilà, bonne année à tous, bonne année à toutes. J'espère que cette année 2026 se passera au mieux. Je vous souhaite le meilleur du meilleur. Je sais que chaque année, ça peut être un peu compliqué. Il y a des défis, il y a des challenges. Parfois, on a envie de les relever. Parfois, on est trop fatigué pour les relever. Donc, je voulais vraiment prendre le temps pour vous dire que moi j'y crois. Moi j'y crois suffisamment, voilà, pour tout le monde. Moi j'ai envie d'y croire, donc nourrissez-vous en fait de mon optimisme, nourrissez-vous en fait de mon enthousiasme, nourrissez-vous de mon espoir. J'ai envie en tout cas d'y croire suffisamment pour vous tous et vous toutes. Ça veut pas dire que ça sera facile. Mais la vie, elle est pas facile, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Voilà. Je pense qu'on peut faire à chaque fois des choses difficiles, une résilience, un apprentissage, une sorte d'antifragilité. C'est la capacité, l'antifragilité, à aller au-delà de la résilience, à apprendre en fait de nos difficultés, d'apprendre de nos cicatrices qui restent, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et je vous souhaite d'être en fait au-delà de la résilience, d'être antifragile dans le sens non pas qu'on n'aime pas la fragilité, mais parce qu'en fait vous allez vous renforcer, parce que chaque année qui passe, eh bien, on devient plus robuste aussi. Et ça, robuste ne veut pas dire qu'on éteint une partie de soi, bien au contraire, ça veut aussi dire en fait qu'on allume une part de soi, une part qu'on veut en fait rester belle, naïve aussi. On a le droit d'être naïf, on a le droit effectivement d'y croire encore et d'avoir de l'espoir. Pour moi, c'est ça l'antifragilité. C'est pas juste en fait éteindre sa lumière, non, au contraire. Ça, c'est juste une question de survie en fait. Comme on veut survivre, on va éteindre sa lumière pour justement ne plus à chaque fois tomber de haut parce qu'on a peur à chaque fois de retomber. Non, l'antifragilité, c'est ne plus avoir peur de retomber, de se dire quand bien même en fait je tombe, je sais que je me relèverai toujours de ce qui se passe, même si c'est dans la douleur, même si dans la pire souffrance, je me relèverai toujours. Et moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que je vous souhaite. Voilà, pour cette année 2026. Ceci étant dit, eh bien, j'ai envie de dire, ça va commencer positivement. Parce que je vous encourage au tout début, voilà, de cette année et dès janvier 2026, à aimer et à accepter votre sensibilité, à la comprendre, à tout simplement à la voir comme quelque chose de positif, quelque chose que vous allez pouvoir sublimer, avec laquelle vous pouvez vous épanouir, et c'est tout le but avec la création du sommet. Maintenant, je pense que vous êtes au courant, j'en ai déjà parlé il y a 15 jours dans le podcast que je vous avais fait, mais c'est aussi une thématique dont je vous parle depuis un petit moment sur les réseaux sociaux. C'est que pour la toute première fois, je me suis lancée dans la création d'un sommet, c'est-à-dire de réunir en fait des experts ou des témoignages de personnes qui ont envie de parler de ce sujet de la haute sensibilité, de l'hypersensibilité, hein, comme on l'appelle souvent en France, pour effectivement vous donner le maximum d'informations, informations scientifiques, informations qui sont vraiment concrètes, qui sont internationales, et c'est ce dont je vous ai parlé il y a une quinzaine de jours, voilà, dans mon podcast. Je vous ai expliqué à quel point en France, par rapport au Royaume-Uni, là où moi je vis, il y a quand même un peu de retard, si ce n'est beaucoup, sur en fait la légitimité qu'a cette sensibilité dans le cadre des neuroatypies. Et du coup, dans ce podcast-là, j'avais envie de développer, en fait, comment on peut savoir si on est hypersensible. C'est une question qui revient souvent et à juste titre, je peux comprendre. Et je vous en ai encore une fois parlé, donc c'est difficile parce que pour moi c'est important d'en reparler pour les personnes qui n'auraient pas écouté l'épisode voilà, d'il y a 15 jours. Et à la fois, je ne veux pas tout redévelopper parce que ceux qui l'ont déjà écouté, ils n'ont pas envie de réécouter la même chose. Mais je pense qu'on a trop tendance à ne pas comprendre ce que c'est l'hypersensibilité et à y mettre derrière des choses qui n'en font pas partie. D'où le mélange un peu de tout, entre le trauma, entre certains troubles et entre ce que c'est vraiment l'hypersensibilité, et même chez les professionnels. Donc l'hypersensibilité, on entend souvent qu'il y a certaines caractéristiques qui se rapprochent. Alors je tiens déjà à dire en fait, et ça c'est hyper important de comprendre que c'est pas du tout un diagnostic médical. L'hypersensibilité n'est pas une TND, c'est pas un trouble neurodéveloppemental, c'est plutôt une caractéristique en fait dans votre façon de fonctionner, dans votre, on va dire, émotionnel, psychique, en fait. C'est la façon dont votre cerveau va fonctionner, puisqu'on le voit avec les IRM, que le cerveau des personnes hypersensibles ne fonctionne pas de la même manière, en fait. Et ça, c'est hyper important parce que ça va avoir une incidence sur votre personnalité, sur votre rapport au monde, sur votre façon de vivre. Alors, il y a des signes fréquents d'hypersensibilité. Je vais vous en parler dans ce podcast, mais attention, et je tiens vraiment à le signaler, il ne s'agit pas d'une liste à cocher. C'est-à-dire que
Ça serait dommage de se dire: «Ah, ça a des poils, ça a des sabots, ça a une queue, c'est un cheval». Bah non, ça peut être un autre animal qu'un cheval. Vous voyez l'idée? Donc en fait, parfois, on va trouver en fait plein de caractéristiques et ça veut pas dire que c'est un cheval. Et à contrario, on pourrait se dire: «Bah, c'est un cheval parce que il a ça, 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 ça». Bah non, peut-être pas. Comme c'est comme de dire: «Bah, tous les chevaux sont blancs parce que moi, bah, autour de chez moi, tous les chevaux sont blancs». Bah non, c'est pas parce que toi tu connais que des chevaux blancs que, bah, en fait, il y a pas un cheval qui n'est pas d'une autre couleur. C'est exactement la même logique. La problématique aujourd'hui, c'est que les gens qui sont en recherche de réponses, et attention, je le comprends totalement, ont besoin d'être rassurés. Mais dans ce besoin de réassurance, il y a un effet Barnum. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin soit de cocher tout, soit eh bien, de dire bah, vu que je ne coche pas tout, je ne le suis pas. C'est ce qu'on appelle aussi le Barnum du Barnum. C'est-à-dire comme je ne coche pas tout, bah, en fait, on va se dire bah, non, ça ne me concerne pas. L'être humain, vous le savez, il est complexe. Et dans sa complexité, on ne peut pas trouver deux personnes totalement identiques. Et même si deux personnes sont hypersensibles, elles ne sont pas totalement identiques. C'est pour ça que tout ce que je vais vous dire dans ce podcast, j'espère que vous allez prendre le recul nécessaire pour vous dire qu'attention, ce n'est pas parce que vous vous reconnaissez ou vous vous reconnaissez pas pleinement que vous êtes hypersensible ou que vous ne l'êtes pas. Seul un professionnel qui est formé pourra effectivement analyser vos réponses avec le prisme de sa formation, de son expérience, de sa posture professionnelle pour vous donner en fait une réponse à ça. Donc n'hésitez pas si vous êtes déjà suivi par un thérapeute qui connaît bien sûr l'hypersensibilité parce que beaucoup ne connaissent pas ou confondent plein de choses, eh bien à lui poser directement la question, bien évidemment. Et sinon, vous pouvez regarder sur mon site internet, j'ai un annuaire de professionnels qui est formé et de prendre rendez-vous et ça peut se faire aussi à distance. Alors c'est pas obligatoire la passation d'un rendez-vous comme ça, on n'a pas besoin d'officialiser les choses dans le sens où parfois on peut aussi trouver du réconfort en écoutant un podcast, en lisant un livre, en échangeant avec des personnes, parce qu'on a à ce moment-là juste besoin de compréhension et pas forcément de validation. Et puis pour d'autres personnes, la validation fait partie d'un processus d'acceptation. En fait, il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien, on est tous différents, et puis selon le moment où on est dans notre vie, on est vraiment pour le coup unique, et toutes les voies, tous les chemins sont possibles. Autre, attention, trigger warning que je voudrais dire, surtout ne faites pas ça. Ne prenez pas une de vos caractéristiques sur laquelle vous avez une souffrance, un malaise, ou en tout cas quelque chose qui vous met en mal, comme une vérité, et encore moins comme la preuve que c'est parce que vous êtes hypersensible. Je vous donne un exemple, mais il y a beaucoup de personnes qui sont stressées ou angoissées, ou qui font des insomnies, ou d'autres choses encore comme ça qui leur sont difficiles, et ils expliquent ça par l'hypersensibilité. Et ça, c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode de podcast sur les signes fréquents et qu'est-ce que c'est vraiment l'hypersensibilité, qu'est-ce que ça n'est pas. Sachez qu'il y a plein d'hypersensibles qui ne sont pas stressés, qui ne sont pas angoissés, qui ne font pas d'insomnie, qui ne sont pas susceptibles, ou qui ne sont pas timides, enfin voilà, ou qui ne pleurent pas d'ailleurs, voilà. Donc ça, c'est vraiment des idées reçues. Et de toute façon, du moment qu'il y a une souffrance, je le répète, je crois absolument partout, mais du moment qu'il y a une souffrance, il faut aller consulter un professionnel de la santé mentale. On ne peut pas se cacher derrière une particularité comme l'hypersensibilité pour expliquer une souffrance. Ça, je pense que c'est hyper important de le redire. Donc les signes fréquents. Donc ça ne veut pas dire que c'est une liste à cocher, vous l'aurez compris. Ça ne veut pas dire que si ça vous l'êtes pas, ou vous n'êtes pas pareil, c'est que vous n'êtes pas hypersensible. On va dire fréquent, d'accord? Donc c'est tout ce qui est la sensibilité sensorielle. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle les hyperesthésies, donc au niveau de vos 5 sens. Vous avez certaines hyperesthésies qui vont être un peu plus, on va dire, sensibles. Donc ça soit l'odorat, la vue, le goût, le toucher ou l'ouïe, en fait. Il n'est pas rare d'en avoir 2, 3, plusieurs, voire les 5 parfois, où donc on est plus rapidement submergé par les bruits, des lumières fortes, des odeurs, des textures, des étiquettes de vêtements, voilà. Le fait d'être dans un environnement avec plein de personnes ou surstimulé, ça c'est vrai que c'est très fréquent chez les personnes hautement sensibles. Ensuite, et le deuxième dont on parle souvent, c'est l'hyperémotivité, en fait, une intense réaction émotionnelle. Les personnes hautement sensibles, hypersensibles, ressentent fortement leurs émotions, qu'elles soient désagréables comme agréables. C'est-à-dire que même en fait la joie peut
générer une forte excitation positive en fait. Et on peut être jugé parce qu'on rigole très fort, parce qu'on rigole souvent, parce qu'on sourit beaucoup, et ça peut paraître comme une personne naïve en fait, par exemple, mais ça peut être aussi les émotions qui sont désagréables. On va ressentir la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité, enfin de manière extrêmement intense. Et quand on parle d'intensité, ça veut dire que d'une part, en fait, dans le ressenti, c'est plus fort que la moyenne, mais aussi ça dure plus longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que les émotions chez les personnes hautement sensibles, elles vont arriver très très vite, elles vont rester à une haute intensité plus longtemps et elles vont redescendre plus lentement. C'est ce qui fait que les personnes souvent hautement sensibles, elles souffrent de ce décalage parce qu'elles se disent mais pourquoi moi je ressens ça de manière aussi intense, aussi fort en fait. Et c'est ce qui est souvent jugé d'ailleurs, parce qu'on est dans un monde qui va plutôt prôner l'hyposensibilité que l'hypersensibilité. Une personne qui est en capacité de gérer ses émotions, eh bien, sera vue comme quelqu'un qui est plus sage, on lui fera plus confiance. C'est quelqu'un qui sera vu comme quelqu'un de mature, de fort, de courageux, de vaillant, tout ce que vous voulez. Alors que pas du tout. Dans les faits, absolument pas. Il y a des personnes qui sont extrêmement résilientes, extrêmement antifragiles, pour reprendre les termes de mon début d'épisode, et qui pourtant pleurent souvent. Mais parce que c'est leur manière, en fait, justement, de sortir le trop-plein, et après, elles sont en capacité de passer à l'action, elles sont en capacité de faire plein de choses, que les personnes qui bloquent tout, qui sont justement dans cette gestion émotionnelle, donc qui vont refermer ça avec voilà, un couvercle, bah, à un moment donné, elles vont totalement exploser si ce n'est pas imploser. Il y a aussi la pensée, qui est plus profonde, plus dans l'analyse chez les personnes hautement sensibles et qui fait lien souvent avec le haut potentiel intellectuel, et du coup, les personnes hautement sensibles pensent qu'elles sont des fois, surdouées, alors que c'est pas forcément le cas, et ça peut l'être, hein, on peut être surdoué, hypersensible bien sûr, mais c'est pas forcément le cas. Mais je pense qu'il y a ce lien, qui fait qu'on se sent des fois assez proche effectivement des personnes HPI. C'est-à-dire que les personnes HPS, donc HPS c'est haut potentiel sensible, donc hypersensible, elles ont tendance à beaucoup réfléchir. Et parfois, elles disent qu'elles réfléchissent trop. Moi, je pense pas qu'on réfléchisse trop. Je pense que parfois, les pensées, malheureusement, nous font du mal parce qu'on réfléchit ici mal, si je puis dire ça comme ça. Dans le sens où on va ruminer, on va s'auto-flageller et on se fait du mal. C'est pour ça. Mais réfléchir trop, en soi, c'est pas mauvais parce que votre cerveau, il est calibré pour réfléchir beaucoup. Donc en fait, c'est comme si vous me disiez, moi j'ai un deuxième bras et en fait le fait d'avoir un deuxième bras, ça me fait mal. C'est absolument pas logique. Vous êtes né avec deux bras, donc à moins d'avoir une pathologie sur ce deuxième bras, un problème de santé sur ce deuxième bras, et dans ces cas-là, je vous dirais d'aller consulter, vous n'êtes pas censé avoir mal sur le fait d'avoir un deuxième bras. Bah, c'est la même chose en fait. Votre cerveau, il a la capacité de penser très fort, d'aller dans tous les sens peut-être, d'avoir cette analyse en fait, de remarquer les détails, voilà. Eh bien, c'est la même chose, vous n'êtes pas censé en souffrir. Si vous en souffrez, bah, c'est à ce moment-là où c'est important, et comme je vous disais, d'aller consulter. Il y a donc quand même le fait d'avoir cette intensité dans le ressenti, dans la pensée, dans nos émotions, eh bien, on a souvent besoin, en tant que personne hautement sensible, d'avoir besoin de calme pour se ressourcer, pour récupérer en fait. Par rapport à une longue journée de travail, peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent enchaîner pour boire un verre avec leurs collègues, aller au sport plus facilement, aller faire la fête, je ne sais pas, ou avoir la patience de s'occuper de leurs enfants. Il est vrai que pour les personnes hautement sensibles, c'est beaucoup plus difficile en fait. Elles ont ce besoin, à un moment donné, de souffler pleinement avant de pouvoir retrouver de l'énergie à faire autre chose. Et souvent, elles culpabilisent parce qu'on se dit mais pourquoi les autres, ça a l'air si simple pour eux alors que ça ne l'est pas pour moi. Bien, c'est parce qu'on ne fonctionne pas pareil. Il y a donc, lié à tout ça, je pense, une plus grande sensibilité aussi morale ou éthique. Donc ce sont des personnes qui sont plus facilement affectées par l'injustice, par les conflits, même si elles ne sont pas touchées personnellement. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de personnes hautement sensibles dans les métiers de soutien, d'aide, dans le domaine militant, dans le bénévolat. Parce que c'est des personnes qui ont cette sensibilité, cette hyper-empathie qui des fois se transforme en hyper-compassion. Donc compassion, ça vient du mot compatir, ça veut dire souffrir avec. Et c'est pour ça que parfois on souffre en fait du malheur des autres. Et qu'il faut faire cette distinction entre l'hyper-empathie et l'hyper-compassion. Alors, des fois on pose la question, est-ce qu'il existe un test officiel, voilà, pour savoir si on est hypersensible? Oui et non. En fait, le docteur Helen Aron, alors souvent vous avez peut-être entendu parler de son nom,
Mais derrière, il faut savoir qu'il y a toute une équipe de recherche. C'est-à-dire qu'on a beau donner son nom parce qu'elle est celle qui a créé l'institut, puis c'est surtout elle avec son mari, qui est le docteur Arthur Aron, ils sont tous les deux docteurs en psychologie, qui ont découvert en fait cette particularité de la haute sensibilité il y a plus de 30 ans de cela. Et pour la petite anecdote, en fait, comment ils l'ont découvert? C'est parce qu'en fait, ils faisaient des études sur ce qu'on appelle les relations étroites, c'est-à-dire en fait les relations amoureuses ou d'amitié très proches comme ça, et se sont rendus compte qu'il y a des personnes qui ne vivaient pas ces relations de la même manière, avec la même intensité. Et ils se sont questionnés à savoir, mais quelle est en fait la particularité de ces gens-là? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Est-ce qu'il y a des traumas? Est-ce qu'il y a une dépendance affective? Qu'est-ce qui explique pourquoi, pour eux, ces relations ont plus d'importance? Pourquoi ils se donnent beaucoup plus dans ces relations? Pourquoi ils vivent beaucoup plus difficilement les ruptures ou les deuils? Et donc, c'est en analysant ça, au fur et à mesure en fait des années, avec une équipe de recherche encore une fois, qu'ils se sont rendus compte que c'était pas en lien avec des traumas ou des dépendances affectives ou quoi que ce soit d'autre, mais bien avec une particularité qui se trouve, dans le cerveau, dans la manière de fonctionner, notamment avec l'insula, avec, il y a ce qui est le pivot des émotions, mais en fait, il y a aussi, toute une étude sur, l'aire ventrale, de comment fonctionne le cerveau des personnes hautement sensibles et se rendu compte de cette particularité en fait, qu'ils ont nommée highly sensitive persons, c'est-à-dire les personnes hautement sensibles, qui ont été traduits en français par hypersensibilité, qui est une erreur en fait de traduction, parce que ce mot existe déjà dans le domaine médical pour expliquer par exemple lorsqu'on a justement une sensibilité qui est hors norme et qui est en fait de l'ordre de la pathologie. Donc le fait d'utiliser ce mot-là avec le superlatif hyper amène inévitablement cette notion de on est trop. Et donc si on est trop, ça veut dire qu'on n'est pas comme il faut. Donc c'est une erreur de traduction. On peut pas en vouloir parce que quand voilà un traducteur dont c'est le métier, lorsqu'il prend un livre en anglais qui va le traduire en français, il fait comme il peut pour essayer de trouver un terme qui correspond en fait. Et c'est jamais totalement voilà pour ceux qui lisent en VO ou qui écoutent des films en vélo, vous voyez qu'on peut pas traduire mot à mot les choses, donc on fait comme on peut. Sauf que ce terme, il a mis longtemps, en fait, en France à trouver, une place, une légitimité et en fait, un droit d'existence, j'ai envie de dire. Et on en parle finalement depuis, voilà, je dirais entre 5 et 10 ans, on en parle de plus en plus. Et donc enfin les gens connaissent ce terme, donc c'est compliqué de leur dire: «Mais en fait ça s'appelle pas vraiment comme ça» ou en tout cas ce terme, il est pas vraiment incroyable. On devrait appeler ça en fait, les personnes hautement sensibles ou au potentiel sensible, parce que ça reste, oui, un potentiel. Et c'est ça qu'il faut bien expliquer, c'est qu'avec le mot hyper, on enlève vraiment ce côté de potentiel et on amène cette idée de on est en souffrance, on a un problème. Et là, il y a un gros biais, je pense, de négativité, parce que toutes les personnes qui se trouvent hypersensibles, en général, c'est des personnes qui souffrent de leur sensibilité. Et parfois, elles sont pas forcément hypersensibles. Parfois, c'est autre chose dont elles souffrent, et c'est pour ça que c'est important d'aller consulter un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, en tout cas une personne qui sera à même d'apaiser ses souffrances et de travailler avec elles. Et c'est toute la difficulté, c'est que je pense qu'il est beaucoup plus simple parfois de se dire, je suis hypersensible et c'est comme ça, voilà, que plutôt d'aller travailler peut-être sur des choses qui sont difficiles. Alors bien évidemment, on peut être hypersensible et avoir des traumas, être hypersensible et être dans la dépendance affective, mais attention, et ça je l'entends encore, des personnes qui disent je suis dépendante affective, c'est parce que je suis hypersensible. Absolument pas. Vous avez vu, ça fait pas du tout partie de voilà des potentiels signes fréquents. Je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire que en fait, au fur et à mesure des études, au fur et à mesure des années, donc il y a plusieurs équipes de recherche, il n'y a pas que celle du docteur Hélène Aron, puisqu'il y en a, alors il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites aux États-Unis, mais ici au Royaume-Uni aussi, c'est quelque chose qui est très très connu, encore une fois, je vous en ai parlé, il y a un podcast il y a 15 jours de ça, qui est vraiment, tout le monde est formé ici à ça. Et mais aussi, en fait, en Asie, il y a pas mal d'équipes de recherche qui travaillent sur cette notion de sensibilité. Et en fait, avec toutes ces études-là et tous les retours qu'on a, notamment, voilà, encore une fois, des IRM, il y a 4 grandes caractéristiques, ce qu'on appelle le DOS, en fait. Scientifiquement, il faut valider ces 4 critères pour dire qu'on est une personne hautement sensible. Donc en fait le DOS c'est parce que c'est un acronyme en fait de mots en anglais, mais le D donc c'est Depth of Processing, donc en fait c'est profondeur du traitement de l'information. C'est-à-dire que les personnes hypersensibles, elles vont réfléchir plus profondément, ça se voit en fait au niveau de leur cerveau. Elles vont analyser les situations dans les détails, elles font facilement aussi des liens entre les différents éléments. Elles ont besoin de plus de temps parfois
avant d'agir. Elles ont une vie intérieure, une imagination qui est très riche en fait. Et ça déclenche aussi parfois le besoin d'anticiper en fait qui est beaucoup plus important. Mais c'est pas toujours le cas pour tout le monde, vous l'aurez compris quand même. D'autant que si vous avez d'autres particularités, d'autres atypies, bah, encore une fois, du jaune plus du bleu, ça fait du vert. Et je vous avais parlé dans un des podcasts de la double exceptionnalité, j'avais même interrogé la docteure québécoise qui est donc Bérangère Marianne, qui est la plus grande experte dans le domaine à ce sujet-là, et qui explique encore une fois que la problématique aujourd'hui, c'est que quand on a deux atypies, et bien souvent les professionnels vont chercher à valider la couleur bleue pour une atypie et la couleur jaune. Alors que quand on en a deux, voire plus, ben ça se mélange en fait, et donc on ne peut pas valider de la même manière. On vous encourage à regarder mes épisodes précédents si ça vous intéresse. Ensuite, le O, c'est l'overstimulation. Donc voilà, comme on dirait, enfin la surstimulation en français, pardon. Donc c'est quand tout est traité avec plus d'intensité, en fait, ça peut générer, il est vrai, une sorte de fatigue mentale et émotionnelle. On peut avoir du mal à récupérer, on a besoin de s'isoler. C'est pour ça qu'on dit souvent que les personnes hypersensibles sont introverties. Dans les faits, en fait, il y a un tiers d'introvertis, un tiers d'extravertis et un tiers d'ambivertis. Alors ambiverti, ça veut dire qu'on est autant introverti qu'extraverti. Alors qu'est-ce que c'est être introverti? Ça ne veut pas dire être timide ou être réservé. Ça veut dire qu'en fait la manière dont vous allez recharger votre énergie, c'est souvent dans justement être seul avec vous-même en fait. Tranquille, introverti, c'est vraiment tourner vers soi. Tandis qu'être extraverti, ça veut dire je me recharge en énergie, par exemple, avec des proches, en me baladant avec d'autres personnes. C'est plutôt tourner vers l'extérieur. Et donc l'ambiverti, ça veut dire qu'il peut recharger son énergie en faisant un peu des deux. Donc dans les faits, il y a effectivement un tiers, un tiers, un tiers. Par contre, il y a vraiment ce besoin de récupérer, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus fort chez les personnes hautement sensibles. Donc, on a une sensation, je pense, d'être très vite saturé, par contre, dans des environnements qui peuvent être très bruyants, très stressants, très imprévisibles. Ça peut générer cette difficulté de bien fonctionner, entre guillemets, quand trop de choses arrivent, en fait, en même temps. En fait. Et c'est pas une faiblesse, hein, c'est juste une conséquence directe d'un traitement qui est très profond. Le E, c'est pour en fait le côté empathie émotionnelle. D'accord? Emotional reactivity and empathie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les personnes hautement sensibles, elles vont ressentir les émotions plus intensément. Elles vont être très touchées par ce qui les entoure, par les histoires, les films, les relations, voilà. Elles sont profondément empathiques, mais on peut bloquer cette sphère-là. Je veux dire, par l'éducation qu'on a reçue, par la culture dans laquelle on baigne, on peut aussi bloquer totalement cette sphère-là. Mais on peut être aussi plus réactif face aux critiques, aux compliments, aux conflits, aux injustices. Cette intensité, ça peut rendre la vie plus difficile, c'est une réalité, mais aussi ça peut la rendre plus riche, plus authentique, plus empreinte d'humanité en fait. Et le S, c'est la sensibilité en fait à toutes les subtilités, c'est-à-dire à tous les micro-détails comme un changement d'expression, un changement d'ambiance, le fait qu'il y a quelques degrés en plus ou en moins dans une pièce, tout ce qui est variation en fait, mais même à l'énergie qui se dégage des personnes, des situations en fait. Et on peut sentir les petites incohérences que d'autres ne voient pas, les nuances dans les odeurs, les saveurs, les textures en fait. Ce sens affûté permet souvent une grande créativité, une grande intuition si j'ose dire, et peut-être une compréhension plus fine des situations. Donc en bref, les personnes hautement sensibles, elles ont ces caractéristiques, mais surtout il faut rajouter aussi ce qu'on appelle en fait la sensibilité avantageuse. On n'en parle pas assez, mais la sensibilité avantageuse, c'est le fait de comprendre que ce n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est bien un potentiel qu'on peut développer. Et c'est vrai qu'on a un biais, je pense, quand on est dans l'accompagnement, ou même les chercheurs, parce que Lena Aron en parle, et elle le dit, le souci, c'est que lorsqu'on fait une recherche sur quelque chose, et ce qui est normal, si on dépense de l'argent, c'est pour résoudre un problème. Et donc, si la personne n'a pas de problème, eh bien, elle n'ira pas consulter, elle n'ira pas demander de l'aide, et c'est normal, et on la verra jamais en thérapie, elle ne demandera jamais de soutien. Enfin bon, voilà, c'est logique, quand on va bien, tout va bien. Et donc, les recherches, c'est la même chose. On va faire des recherches pour signaler, en fait, un problème et proposer des solutions. Et c'est tout le souci de l'hypersensibilité, c'est que souvent, les recherches qui ont été faites par rapport aux difficultés que pouvaient vivre ces personnes-là. Et les psys, les thérapeutes ou les coachs qui s'occupent de ces personnes-là vont aussi relater des difficultés, parce qu'en fait, les gens qui viennent me voir, vous avez compris, il y a un gros biais de confirmation aussi, quoi. Alors que
C'est bien un potentiel. C'est-à-dire que cette sensibilité, c'est un rapport au monde qui est différent, mais c'est aussi des personnes qui sont plus en capacité de se remettre en question et la remise en question lorsqu'elle est pas, faite avec, un manque de confiance, elle nous permet d'évoluer. Il y a que les personnes qui se remettent en question qui peuvent évoluer, hein. Les autres, ils peuvent pas évoluer. Donc c'est plutôt chouette en fait. L'évolution personnelle permet souvent, de mieux comprendre nos besoins, de peut-être adapter notre environnement, les personnes qui nous entourent, de pouvoir en fait nous apporter cet épanouissement personnel et professionnel. Alors derrière, c'est pas si simple, parce qu'effectivement, si on est mal entouré, si on manque de confiance, si on a eu des traumas, si on a, bref, voilà, en tant qu'être humain, on peut vivre aussi plein de choses qui sont difficiles. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la susceptibilité différentielle, c'est-à-dire que notre sensibilité, ça peut être dans le plus comme dans le moins. Donc si vous avez vécu des choses difficiles ou que actuellement vous manquez de confiance en vous, ou que vous avez une estime de vous qui est fragile, eh bien votre sensibilité va accroître en fait cette fragilité. Mais elle peut aussi accroître en fait vos forces. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. En tout cas, c'est quelque chose dont on va beaucoup parler dans les formations sur la haute sensibilité, que moi-même j'ai suivi et que maintenant je propose à d'autres professionnels. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Et sinon, c'est aussi des sujets qu'on va développer tout au long de la semaine, puisque dès la semaine prochaine, je vous rappelle que du 12 au 18, il y a le sommet de l'hypersensibilité qui est totalement gratuit pour toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire. Je vous mets ça dans le lien en description comme d'habitude. Sinon, vous avez sur mes réseaux sociaux, vous trouverez. Et donc, vous avez 14 conférences pour mieux comprendre la sensibilité, mais aussi pour mieux la vivre avec plein d'astuces. Il y a plein de professionnels qui vous proposent en fait plein de petits exercices, d'astuces ou qui partagent en fait leurs réflexions et comment eux, ils ont su sublimer leur sensibilité, leur intensité, comment ils arrivent à s'épanouir avec ça. Donc, j'espère vraiment que toutes ces conférences vous permettront effectivement de mieux comprendre, de mieux vous comprendre et d'évoluer avec cette caractéristique qui est une très très belle caractéristique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à partager le lien auprès de vos proches, dans votre entourage, parce que sait-on jamais, on peut peut-être cet effet papillon que moi j'ai envie de créer dans cette année 2026, une belle occasion en fait de réinventer la sensibilité, de casser les idées reçues, les préjugés sur ce que c'est, ce que ça n'est pas, et de faire évoluer les choses pour que ce monde euh, ouvre un peu plus les bras à la sensibilité et quelle qu'elle soit. Voilà. J'espère en vous disant tout ça, que vous arrivez à prendre suffisamment de recul. Peut-être que ça vous a donné des pistes de réflexion en disant ah ben quand même ça me correspond et ça me parle, ou au contraire bon pas tant que ça et peut-être que j'irai chercher mes réponses ailleurs et c'est très bien aussi comme ça. J'espère que ça vous a donné aussi envie de vous inscrire à ce sommet. J'espère qu'on sera nombreux et nombreuses parce que on a besoin que tout le monde en fait essaye de promouvoir ça de manière positive parce que ça me rend toujours très triste de voir qu'on voit qu'une seule manière de voir les choses alors que l'être humain est très complexe et puis je fais vraiment partie des personnes qui ne croient pas en la vérité unique mais je suis désolée et je sais qu'il y en a qui vont se crisper avec ça parce que même la recherche scientifique elle peut évoluer constamment, je veux dire dans matière de justement de connaissances sur la sensibilité en 30 ans il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, il y a eu des études plus ou moins intéressantes et il y a eu des études qui ont été phares et qui ont vraiment changé les choses et qui ont été exceptionnelles parce que ces études qui ont été longitudinales, c'est-à-dire qu'elles ont été faites sur 20 ans, 30 ans, en suivant des familles, des personnes, sur beaucoup de personnes en plus. Donc c'est vraiment incroyable. Donc voilà. Et je me dis que dans 30 ans, peut-être qu'on s'apercevra encore d'autres choses et ainsi de suite. Ça, c'est comme en science. Rappelez-vous, je sais pas quel âge vous avez, mais moi, à mon époque, on apprenait qu'il y avait 9 planètes dans le système solaire et c'était une certitude. Aujourd'hui, mes enfants, ils disent qu'il y en a 8, c'est-à-dire Pluton a été vraiment relégué et c'est une certitude. Bon, voilà, en fait, on a beaucoup de certitudes et la science reste une croyance. Je pense qu'il faut garder ça en tête et que les choses évoluent constamment et heureusement. Et c'est ça que j'aime aussi, heureusement qu'il y a des gens aussi qui continuent à s'interroger, qui continuent à faire avancer les choses tout en bienveillance et merci à toutes ces personnes qui nous permettent aujourd'hui d'en apprendre toujours plus sur soi et qui nous permettent de nous épanouir aussi avec cette belle caractéristique. Bref, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère vous revoir pendant le sommet et si c'est pas le cas, peut-être que je vous reverrai dans ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, d'ailleurs de tous les épisodes de l'année 2025, ça me ferait plaisir. Et encore une fois, je vous souhaite une très très bonne année 2026, le meilleur du meilleur. Et quand ça ne sera pas le cas, eh bien, de bien vous entourer, de demander l'aide quand ça sera nécessaire pour développer votre résilience, votre antifragilité.
voilà, qu'importe le temps qu'on met à mettre un pas après l'autre, même un tout petit pas, ça compte tellement, tellement, tellement. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à très vite.